Nous demandons, nous, au RDPC, au peuple souverain camerounais qui est libre de ses choix, de ne prêter aucune oreille à ces consignes-là. Il y a même, autre hérésie, une consigne qui doit être donnée, ou alors qui aurait dû être donnée par un des candidats qui a été disqualifié du parti MRC. Comment est-ce que dans un pays sérieux, une personnalité qui n'a pas été en capacité de justifier des conditionnalités pour que sa candidature soit validée peut se retrouver en posture de faiseur de roi? Mais il n'y a qu'au Cameroun qu'on assiste à de telles choses. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous disons que nous, au RDPC, on ne va pas se laisser distraire par ce débat parce que nous savons qu'il ne prospérera pas. Nous sommes davantage préoccupés par le bilan de notre candidat, sa vision et ce qu'il propose à l'avenir de ce pays aujourd'hui. Vous voulez me couper rapidement alors que monsieur a parlé abondamment tout à l'heure. Donc, je voudrais insister et suffisamment marteler que ce soit Serge Espoir Matomba du PURS, Joshua aussi du SDF, monsieur Cabral Libi du PCRN, pour ne prendre que tous les trois, ils ont très clairement indiqué qu'ils ne vont s'associer à personne. Et récemment, le candidat désigné par Univers, c'est-à-dire le bâtonnier à Keremouna, qui depuis quelques jours a lancé un appel à l'intention des deux candidats du Grand Nord, Bello et Tiroma. Il faut bien rappeler que M. Nkumvondo, le professeur, qui a investi à Keremouna, a déjà lui indiqué que M. Akere ira seul dans cette affaire. Donc on va assister à un schisme dans les prochaines heures dans les rangs de l'Univers qui a investi M. Akeremouna. C'est pas encore. Donc, ça voudrait votre dire. schisme n'est pas encore. Ça voudrait dire. Non, non, le professeur Nkumvondo avait été clair là-dessus. Oui, mais Akeremouna il ne laissera pas son candidat se mêler à une quelconque. Oui, mais le candidat lui-même n'a pas encore dit qu'il allait coaliser avec quelqu'un d'autre ou alors se mettre avec une autre personne. Donc, on peut pas dire. Mais vous n'avez pas suivi sa sortie alors, finalement. On ne peut pas dire pour l'instant qu'il y a, qu'ils ne sont pas en accord. Non, le bâtonnier à Kéré, c'est bon pour vos téléspectateurs, a très clairement fait une vidéo toute spéciale où il demandait à ce qu'il y ait ce ralliement. Je suis d'accord. Mais peut-être que ce ralliement n'aura pas lieu. Donc, il ira seul, forcément, à cette élection. Peut-être que ce ralliement n'aura pas lieu. C'est ce qui est un indicateur de ce qu'ils ne peuvent pas se mettre ensemble pour s'entendre sur un projet commun. Véritablement. Mais est-ce que finalement, c'est pas légitime, M. Lambeau, pour ces candidats justement, qui ont, pour certains, et peut-être la plupart, préparé leur terrain depuis des années. Est-ce que c'est pas légitime de vouloir aller à cette élection seul et justement défendre un projet qu'on a formé depuis des années face à la population, au peuple qui montre qu'il a besoin de changement? Est-ce que finalement cette affaire de, je vais le dire un peu trivialement, cette affaire de candidat consensuel n'est pas une sorte de tromperie politique? Est-ce qu'elle ne fait pas plus de mal que de bien aujourd'hui à l'opposition, aux oppositions camerounaises de sortir cette affaire de candidat consensuel qui finalement divise plus qu'elle ne devrait unir, M. Lambeau? Alors, vous savez, il y a un adage qui dit que seul on va vite, ensemble on va loin. C'est simplement pour dire que, en réalité, aujourd'hui, le peuple camerounais a soif du changement, tellement soif du changement, qu'une certaine idée leur est présentée, comme quoi la coalition serait la condition sine qua non pour véritablement renverser le régime en place. Et ce n'est pas fausse cette idée, finalement? Là est toute la question. Si nous voulons rappeler un peu l'histoire, en 1992, lorsque John Frundi partait à cette élection, il n'y avait pas une coalition véritable autour de l'homme. Mais il s'est dit, et avec preuve à l'appui, que cette élection avait été gagnée par le candidat du SDF à l'époque, en la personne du regretté John Frundi. Donc, la question... Tout au moins, officiellement, c'était beaucoup rapproché de la victoire. Tout à fait. Ce qu'il faut donc dire par rapport à cela, c'est que le constat est clair. Contrairement à ce qu'on voudrait faire croire, la coalition n'est pas la condition sine qua non pour renverser ce régime. Et il faut d'autant renforcer cette idée en disant que chaque candidat investi pour cette élection présidentielle propose quelque chose. Autrement dit, certains candidats qui ont travaillé leur profil depuis des années à travers leur parti politique, à travers les programmes et les projets qui ont été développés, ont justement une offre pratique et concrète à présenter aux Camerounais. Ils reviennent donc aux populations de rendre ce candidat fort et de dire voici le choix que je vais opérer au soir
du 12 octobre 2025. C'est de ça qu'il s'agit. Et même dans le cas d'une coalition, il est clair que ce choix-là sera toujours porté sur une seule personne. On a 12 candidats aujourd'hui, un seul fauteuil. Donc, véritablement, la responsabilité revient aux populations de véritablement voir quelles sont les offres et les programmes de chacun des candidats pour pouvoir prendre une décision le moment venu. Donc, il ne faudrait pas qu'on se renferme dans la question de la coalition pour la présenter. Parce que c'est fait à dessein. Il faut voir le schéma qui se dessine. Le régime en place brandit la coalition comme la condition sine qua non pour que les oppositions puissent renverser le pouvoir. Et on a tellement cristallisé l'information sur cet état de choses qu'on en est venu à oublier le fait que chaque candidat propose quelque chose aux populations et que les responsabilités doivent pouvoir se prendre à ce niveau. Donc, il faut déjà se départir, changer de paradigme avec cette affaire de coalition, présenter les choses de manière concrète. Quels sont les débats qui doivent avoir lieu? C'est de ça qu'il s'agit. Les débats qui doivent avoir lieu sont les débats sur les programmes, les projets, sur les aspects sociétaux et environnementaux de notre pays qui doivent être connus des Camerounais pour qu'ils puissent prendre leurs responsabilités et faire le choix du candidat qui, pour eux, portera effectivement le changement qui est tant attendu. Voilà les questions qu'il faut évidemment mettre sur la table pour que les Camerounais soient édifiés et qu'ils puissent prendre effectivement une décision en connaissance de cause. Oui, David, ce sera presque la même question. Il y a une certaine opinion qui fait carrément le procès des candidats aujourd'hui qui ne semble pas être ne semble pas avoir envie, on va dire, de se mettre forcément dans une sorte de coalition pour des critères qui sont les leurs. Une certaine opinion qui taxe ces candidats de ne pas jouer véritablement franc jeu. Est-ce qu'on a besoin forcément d'une coalition? D'ailleurs, c'est également l'argument qui est porté par le candidat du PCRN de dire qu'on n'a pas forcément besoin d'une coalition pour renverser le régime en place. Est-ce qu'on devrait faire le procès des candidats qui aujourd'hui, pour des raisons qui sont les leurs et qui parfois semblent être aussi pertinentes, n'ont pas besoin de se mettre derrière un autre candidat pour créer le consensus? L'idée d'une coalition ou d'une alliance est une donnée aléatoire ou contextuelle sur le cheminement d'un candidat qui brigue la magistrature suprême. Vu sous ce prisme, je partagerai le point de vue de mes frères en disant que le candidat consensuel ou la coalition autour d'un candidat présenté par l'opposition n'est pas sine qua non à l'avènement d'une alternance au sommet de l'État. Mais c'est la houle populaire qui dicte cette revendication qui se pose désormais comme un impératif. Et 3 exigences claires et sans équivoque devraient présider au rassemblement des candidats réunis sous la bannière de l'opposition en vue de désigner celui qui présente le meilleur profil, ou du moins les meilleures garanties. Primo, l'élégance ou la hauteur psychologique. Il faudrait que le candidat soit à même de transcender ses égocentrismes, ses intérêts personnels et accepter que le choix de ses pairs ait été porté sur un autre candidat autre que lui. Secondo, l'expérience politique. Nous n'allons pas permettre à un ovni déambulant, errant, découvrant la complexité d'une élection présidentielle de venir s'imposer ou s'improviser comme l'homme de la situation, alors que nous avons besoin d'une personnalité de caractère crédible et assez forte. Exactement, monsieur Pierre Crémont, vraiment, c'est une belle trouvaille. Et vous avez commencé tout à l'heure, pardon de vous couper, par indiquer, parce que ça m'a échappé tout à l'heure. Vous avez commencé par indiquer que... Non, lui-même, il est coutumier du fait. Donc, je le coupe, et je suis son aîné, il peut me le pardonner. Il a commencé par proposer, fait ahurissant, c'est une faute de communication, citer d'autres candidats, d'autres partis, comme pouvant arborer le costume du candidat consensuel. Il a cité le candidat Crémont en dernière position. Et je confirme donc que le candidat Crémont est précisément un ovni. Donc il ne peut pas porter
un projet de candidature consensuelle. Je voudrais qu'on soit d'accord, vous et moi là-dessus. C'est vous qui le dites. Il a la parole. Allez-y, monsieur Lobet. Selon son argumentaire. Je considère ce que dit mon frère Yéné, c'est vrai, comme une belle taquinerie. Parce qu'en soi, il ne pense pas ce qu'il dit. Non, Comme troisième élément, nous avons la notoriété politique. Et justement, le candidat Kwemu Pierre il n'en a pas. Est un visage connu. Pas du tout. Et ancré dans le subconscient des Camerounais. Mais oui, bien sûr. C'est un député tout de même. Hein. Au-delà de sa posture de député, c'est un opérateur économique, c'est un acteur du football. Il agrège autour de lui un ensemble de variantes qui le positionnent d'ailleurs. Un élu. Au-delà de tout. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas déboucher sur une candidature consensuelle? Un seul élément s'identifie comme goulot d'étranglement, l'égotisme. C'est l'égotisme qui nous amène à mettre en relief le conflit de génération. Qui voudrait que le temps des autres soit passé et que celui des nouveaux soit arrivé? C'est l'égotisme qui amène un leader de parti politique à dire de façon honteuse que c'est lui, porte-étendard de sa formation, qui doit démissionner et que les miracles de sa formation politique devraient continuer à jouir des privilèges et des avantages liés au régime pour lequel il se bat farouchement. En d'autres termes, ses compères doivent être toujours attablés au banquet du renouveau sans que ça ne pose problème. C'est l'égotisme qui amène le président d'une formation politique ayant investi un candidat à prendre toujours les devants et à supplanter la présence ou l'image de ce candidat. Et enfin, c'est cet égotisme qui nous amène à penser que c'est nous qui sommes les élus. Je ne suis justement pas, au nom de l'UMS, dans cette posture égotiste. C'est la raison pour laquelle invoquer les noms de ceux qui sont logés dans la même enseigne que nous ne nous pose pas problème. Puisque nous sommes dans un élan de fraternité, de solidarité et de respect mutuel. Pourquoi le nom de Serge Espoir Matomba, de Cabral Libri devait être tabou? Mais non, absolument pas, mon très cher. Et donc, ce n'est pas une obsession. Pour nous, ce n'est pas une obsession. Nous y allons par conviction et parce que nous avons présenté une vision que nous estimons digeste et pertinente, que nous soumettons à l'arbitrage du peuple souverain. Mais nous y sommes. Mais mais est-ce que vous comprenez le procès qui est fait à ceux qui ne veulent pas s'allier à un autre candidat? Oui, nous comprenons ce procès. Vous le validez, ce procès? Est-ce que c'est... Bon, disons que nous comprenons que chacun a son caractère. Il y en a qui sont fondamentalement égoïstes et qui ne peuvent pas se voir substituer à d'autres personnes. Il y en a qui pensent être prédisposés de qualités supranaturelles qui feraient d'eux les élus absolus. Je pense que c'est dans ce sillage qu'il faudrait ranger tous ceux qui brocadent l'idée d'une candidature consensuelle. Oui, monsieur Niek, sur la même question de le procès fait par exemple, à Kabalibi, au PURS, au SDF, on a cité ces noms aujourd'hui, qui ont été quasiment clairs sur leur volonté, peut-être pas d'aller seul, mais de ne pas rejoindre un consensus pour le consensus, tout simplement. Alors, Madame Albertine, si je ne vous connaissais pas, je vous aurais soupçonné de quelque chose. Parce que tout à l'heure, vous avez fait une affirmation qui reposait sur rien. Allez-y, laquelle? En disant que M. Cabral Libri est contre, il est opposé au candidat consensuel et à la coalition. Non, au candidat au candidat Issa Chiroma Bakary, il a été clair. Ce n'est pas ce que vous avez dit. Maintenant, c'est ce que vous êtes en train de dire parce que vous faites dans vos analyses, ou bien tel que c'est présenté, que le candidat Issa Chiroma est le candidat consensuel. Pour le moment. Et c'est pour cela que j'ai dit que j'étais convaincu que c'est moi qui ne comprenais pas le sens de ce que vous étiez en train de dire. Mais j'ai envie d'abord d'attirer l'attention sur la confusion qui est sémée entre la coalition et le candidat consensuel. Ces deux choses ne se ressemblent pas. Parce que c'est cette confusion, en fait, que nous plonge dans les problèmes. Coaliser signifie se mettre ensemble pour quelque chose. Consensus signifie nous accorder pour quelque chose. Ces deux choses-là ne sont pas liées. Et je vais prendre un exemple pour davantage illustrer. On a parlé tout à l'heure de Denis John Frundi, à l'élection présidentielle de 1992. Était-il un candidat
consensuel ou un candidat de la coalition. Ce que je suis donc en train de dire, c'est que ni John Frunzi n'était pas un candidat consensuel parce que l'opposition à cette élection avait plusieurs candidats, mais c'était un candidat de la coalition. Il était donc question de la coalition du changement qui était la coalition du peuple. Ça veut donc dire que le peuple veut arriver, atteindre à un objectif. Se met donc derrière un mouvement qui va permettre et porté par quelqu'un pour l'atteinte de cet objectif. C'est exactement le cas du Sénégal que Sam Sévérin convoquait tout à l'heure. À la présidentielle sénégalaise, il y avait 17 candidatures. Mais donc, ça veut dire qu'il n'y avait pas un candidat consensuel, mais il y avait un candidat qui emportait la large volonté de la coalition. Cette coalition-là, donc, c'est le peuple qui veut le changement. Pour ça que je vous ai dit que nous pensons que nous passons le temps aux choses pas très importantes. Parce que nous faussons le débat de départ. Que voulons-nous? C'est le changement. Qui peut porter ce changement? On travaille donc autour de cette personne pour arriver au changement. Quelles sont les actions qui peuvent mener au changement? Au Cameroun, la première action, c'est la surveillance du vote. Quelle que soit la performance que vous avez, soyez même à 1000. Vous voyez, je ne voudrais vraiment pas parler du RDPC ici, mais demandez-leur que s'ils ont le bilan. L'argent qu'ils collectent là tous les jours à hauteur de millions, ils vont où avec? C'est pour espérer acheter les voix. C'est pour espérer frauder l'élection. Il n'y a pas de solution. Donc, la première coalition, c'est-à-dire là où les gens doivent se mettre ensemble pour s'assurer qu'à la fin, ils ont garanti la fin, c'est la coalition de la surveillance du vote. Et ça ne concerne pas que les candidats, ça concerne prioritairement... Alors, nous sommes d'accord. Alors, je veux préciser ma question, parce que vous éloignez ma question. Est-ce qu'il faut absolument que les candidats se mettent ensemble pour renverser le régime en place? Je vais la repréciser, la question, parce que... Mais je dis que les candidats et le peuple doivent se mettre ensemble d'abord pour la surveillance du vote. Et par la suite, le peuple doit se... C'est pour ça que je vous ai dit que nous ne sommes pas pour le langage du candidat consensuel eu égard au nombre d'obstacles. Parce que si vous braquez dans une situation où les gens ont les problèmes d'humilité, où les gens veulent récolter là où ils n'ont pas semé, où les gens veulent sortir là après avoir, piétiné le peuple un matin, dire qu'ils sont candidats, vous n'allez pas vous en sortir dans cette situation. Mais ce qu'il faut à cette élection, c'est un candidat qui fait consensus. C'est-à-dire quelqu'un derrière qui, les gens sont convaincus dans une large majorité qu'avec lui, ils vont arriver là où ils vont. Et c'est dans ce sens que nous nous disons donc que, et ça donc, écoute, parce qu'il faut que vous compreniez bien la position du PCN sur la question. Le PCN ne se mettra pas derrière les gens qui ont, pendant que nous on souffrait durant les 7 ans, ils étaient en train... Vous connaissez l'affaire Vanessa Tchatchoua? Vous voyez donc les gens... Mais pourquoi? Mais je ne sais pas, parce qu'il faut que les gens comprennent. Les gens veulent voter, mais vous les emballez dans les expressions consensuelles et coalition, ils ne comprennent pas. Le PCN ne se mettra pas ni derrière Bello, ni derrière Issa Tiroma. Je n'ai pas dit que le PCN ne travaillera pas. Parce que si vous dites que, parce que j'ai suivi la repentance ici, vous ne pouvez pas être dans la repentance réhabilitation. C'est le fait de se mettre, vous excusez et vous attendez. C'est le fait de se mettre derrière quelqu'un qui dérange le PCRN. Il pourrait se mettre devant. Le candidat Cabral Libi à cette élection est le seul qui a dit qu'il peut se mettre derrière le candidat Akeremouna. Et il l'a dit clairement. Mais ce n'est pas ce que vous semblez dire. Oh, écoutez-moi très bien. Je vous écoute très bien, mon très cher. J'ai parlé de 3 critères tout à l'heure. Je dis donc que le critère qui consiste à se mettre derrière quelqu'un qui a piétiné vos efforts. Et là, je parle de 2 candidats. Je dis donc que M. Bello Bouba Maïgari, il faut que ce soit clair. Et M. Issa Tiroma. Cabral Libi et le PCRN n'accepteront jamais que les efforts, que ceux qui ont piétiné, insulté les efforts des autres, qu'ils se mettent derrière eux. Je veux bien comprendre que M. Issa Tiroma et Bello Bouba se soient repentis, et si c'est le cas, ils se sont repentis, qu'ils attendent donc leur réinsertion. Pas qu'ils sont en train, parce que vous dites qu'ils sont repentis. Très bien. Alors, merci, on reviendra. Bon, je teste sur un aspect qui on reviendra tout à l'heure. C'est de dire aux Camerounais que ceux qui comptent le 12 octobre, c'est qu'ils se lèvent massivement. Qu'ils aillent voter pour le candidat de leur choix, le tout premier candidat
classé. Parce qu'aujourd'hui, les Camerounais ne veulent plus du régime de Paul Biya. Ils veulent essayer autre chose. Merci, on reviendra, monsieur Niek. Monsieur Niek, un peu de discipline. Lorsque je vous demande d'arrêter, essayez de nous permettre de gérer ce plateau dans la discipline, en respectant le temps de parole de chacun. Sam Séverango, à ce jour, il y a encore des personnes, des observateurs qui ont du mal à croire, on va dire, au repenti du candidat du FSNC, hein, le Issa Chiroma Bakary, on va appeler Chacha, qui est issu du régime. Alors, on a parlé tout à l'heure de cette sortie un peu précoce qu'il aurait fait pour se déclarer aujourd'hui candidat consensuel. Ça, c'est le pur ce qu'il disait sur ce plateau. Il n'a pas attendu que le processus qui avait été enclenché aille jusqu'à son terme. Et aujourd'hui, il est dans une, je le disais tout à l'heure, une espèce de processus qui, ma foi, crée plus de division au sein de l'opposition que ce ne devrait unir. Est-ce que vous comprenez ceux qui estiment qu'à ce jour encore, le candidat Issa Chiroma Bakary joue et roule pour le RDPC? Non, attendez, moi je vous ai indiqué que nous avons reçu consigne, nous, au RDPC, non, nous on ne veut pas s'attarder vraiment sur ce qui se vit dans ces arènes-là. On regarde ça vraiment un peu amusé. On sait également que vous êtes très stratégique. On ne sait pas trop si, voilà, vous n'avez pas étendu vos tentacules dans l'opposition aujourd'hui et que vous observez. Bon, vous parlez de moi personnellement ou alors du RDPC? En faisant du petit lait, en regardant ce qui se passe. Vous avez deux candidats de l'opposition qu'on ne sait pas trop si on doit leur faire confiance ou pas. Non, le peuple n'a pas à leur faire confiance. C'est ce que nous disons. D'abord, hein, vraiment de façon péremptoire, puisqu'ils ne sont pas des gages, ils ne peuvent pas. Face au candidat Paul Biya que nous défendons et qui est le favori, archi-favori. En réalité, c'est pour cela que vous assistez à tout ce remue-ménage en face. Parce que ce soit de Bello Bouba Maïgari ou alors de Issa Chiroma Bakary, je voudrais d'abord évacuer quelque chose. Il faut qu'on sorte des considérations de type tribalo-ethnique, dans le genre, le pouvoir doit repartir au nord. Vraiment, il faut qu'on sorte de là. Parce que on assiste à ce type de construction depuis quelque temps où on indique qu'il y aurait eu un arrangement, on va le dire comme cela, à l'époque du premier président. Et donc aujourd'hui, désormais, le Grand Nord doit reprendre les choses en main. Non, nous sommes un pays où on a eu la chance et la grâce de bénéficier de la présence d'un très grand homme d'État pendant ces dernières décennies qui, justement, ne s'est pas attardé sur ces types de considérations. Il a vraiment été celui que le professeur Jacques Famendongo appelle un homme-nation. On ne peut pas nous ramener à des considérations de type identitaire, véritablement. Et c'est pour cela que nous condamnons, avec la dernière énergie, les propos tenus par le directeur de cabinet de M. Cavaille, il y a quelques jours, du côté du Grand Nord là-bas. Nous avons unanimement condamné cela dans les états-majors du parti. Parce qu'on ne peut pas nous ramener à ce type de choses lorsque nous avons besoin de bâtir un État fort dans l'unité et véritablement le vivre ensemble. Que le pouvoir reparte au Nord, il n'y a pas de souci, mais à condition que l'un des candidats fils ressortissants du Nord puisse nous présenter un bon programme et que celui-ci puisse bénéficier de l'adhésion totale de l'ensemble du peuple camerounais. Donc aujourd'hui, ni Bello ni Issa Chiroma ne peuvent pas être vus comme des oraux qui viendraient sauver le pays puisqu'ils ont été comptable à peu près complètement du système depuis 82 pour le cas de Bello Bouba Maïgari, vous le savez. Donc c'est quelqu'un un peu vintage qui appartient également à la première équipe d'abord de Ahidjo et même de Paul Biya comme Premier ministre. Et ces derniers temps, en raison de l'alliance UNDP-RDPC qui a dirigé le Cameroun avec des membres du gouvernement, on peut aller lui demander le bilan également de ce qu'il a fait de ces décennies de gestion de la chose publique à des ministères très élevés pour finir ministre d'État en charge du tourisme et des loisirs. Pour le cas de Issa Chiroma, c'est encore plus grave parce que son bilan partout où il est passé, en dehors de son passage à la tête du ministère de la Communication où il était coutumier des conférences de presse avec des déclarations un peu, on va le dire, à l'avantage du pouvoir qu'il servait à l'époque, on ne peut pas retenir quelque chose de fondamentalement positif de la gestion de la gouvernance de Issa Chiroma, même lorsqu'il a été à la tête du ministère des Transports à l'époque. Donc aujourd'hui, il finit ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, c'est-à-dire
vraiment un poste stratégique où on se serait attendu à ce qu'il puisse aider à nous sortir un tout petit peu de certaines difficultés. Il n'a pas été en capacité d'implémenter. On ne peut pas implémenter des choses simplement lorsqu'on a la fonction présidentielle. Donc aujourd'hui, pour ce cas spécifique, puisque vous m'avez interrogé dessus, moi je ne voulais pas m'y attarder. Non, je pense que le petit monde qu'on peut voir autour de lui lors de ses descentes. Vous savez, moi j'ai participé à la campagne de 2018. N'importe lequel des candidats déclarés, lorsqu'il descend dans une région, est en capacité de faire foule. Ce n'est pas très difficile parce que il y a des hordes de badauds et de curieux qui accourent. Mais en réalité, le véritable vote se fait avec ceux qui sont d'abord détenteurs de la carte électorale, qui sont régulièrement enregistrés et qui vont aller voter le jour J. Ceux qui accourent véritablement pour dire prési, en réalité, eux, ils viennent parce qu'ils pensent pouvoir hériter de quelques petits avantages le moment venu. Mais ce n'est pas à ce niveau que l'élection se joue. Donc, nous, on est véritablement méthodique. Dans nos équipes, les choses se font. Et j'ai entendu tout à l'heure, et là, vous ne l'avez pas corrigé, monsieur Niek, lorsqu'il déclare que les sommes d'argent collectées par les militants et membres responsables du RDPC sont destinées à la tricherie et autres. Il faut qu'on soit sérieux. On est déjà dans le haut niveau. On va à l'élection présidentielle. De telles affirmations gratuites qui ne sont pas capables d'être étayées ne doivent pas être formulées. Donc, avec cet agent, Sam Sévérin. Donc, là aussi, je voudrais rappeler que quand on veut diriger une nation, le principe de la règle de droit, de la norme, est quelque chose de capital. Donc, et la norme, ça commence par les plus petites choses. Sur un plateau de télévision, prenez la parole quand on vous la donne. Donc, ce que j'essaye d'indiquer ici, c'est que... dites-nous ce que vous faites de cette agence, vous avez le bilan à votre faveur, en dehors de la fraude. Allez-y, vous avez la parole, ça me c'est vrai. Ok, très bien. Donc j'indique simplement que les sommes collectées par nos militants et nous-mêmes sont destinés à mobiliser véritablement durant le temps de la campagne, parce que nous on va respecter qui le alors temps de la campagne. Je vous en prie. Il a la parole, monsieur Niek. Alors, ce que je dois rappeler pour sa gouverne, c'est que les campagnes électorales présidentielles se déroulent sur la terre à peu près de la même manière dans toutes les nations. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup d'argent à mobiliser. Aux États-Unis, en France, la problématique du financement des campagnes électorales est bien connue. Donc, si vous êtes représentant de votre parti, de votre candidat, vous avez intérêt à mobiliser des fonds vous-même. Et je crois que votre candidat et ses équipes ont le loisir de temps en temps d'aller même jusqu'à l'étranger, tenter de récolter des fonds. Donc, cette question-là, vous ne pouvez pas la balayer d'un revers de la main. Donc, ne vous intéressez pas à ce qui se fait. Nous avons l'avantage d'être très bien parti pour cette autre élection. Le chef de l'État, Paul Biya, devrait être réélu au soir du 12 octobre prochain. J'invite simplement, comme nous l'avons déjà dit, les principaux acteurs, les uns et les autres, à respecter les règles qui sont établies. Parce que le monde entier nous regarde et aujourd'hui, il n'est pas question de se laisser emporter par quelques attitudes qui ne sont pas en conformité avec ce qui a été édicté. Et on va faire un dernier tour de table sur cette question de la coalition. Je vais commencer par vous, monsieur Lombo, et je poserai cette question. Est-ce que finalement on devrait faire un procès à votre candidat du PUR, c'est à tous ceux qui n'ont pas besoin de se mettre ensemble, et est-ce que séparer l'opposition ira forte à cette élection? C'est-à-dire on s'achemine décidément vers une élection sans véritable coalition ni consensus. Est-ce que, vu comme ça, est-ce que l'opposition a ses chances dans l'élection du 12 octobre? Alors, premièrement, je voudrais rétablir ici une vérité. Contrairement à ce que certaines personnes ont déclaré sur ce plateau, et vu les actes et les opérations qui se font sur le terrain, le candidat Serge Matomba n'a jamais été contre une coalition ou un candidat consensuel. La preuve, c'est que nous faisons partie, justement, nous avons fait partie du groupe de Fumban qui continue de travailler et nous espérons que les résolutions de ce côté-là vont véritablement porter des fruits. Nous sommes à 3 semaines, est-ce que ça... Nous ne faisons pas le procès sur le temps. Ok. Non, on essaie de vous faire confiance. Nous ne faisons pas le procès sur le temps, par exemple, un processus qui a commencé et qui suit son cours. Donc, nous mettre la pression sur est-ce que ça va vite, et ça nous amène justement à parler de la question des critères. Parce que je suis quand même un peu surpris de ce que certains représentants ici, qui ne savent de la coalition que la définition littérale,
sans entrer dans la pratique, sortir des critères de qui doit être le candidat consensuel ou bien qui doit être le candidat de la coalition ou pas. Lorsque vous n'avez pas pris part, lorsque vous n'avez pas été acteur d'un certain processus, il est quand même important de faire plus d'humilité quand on veut dicter certains critères qui doivent conduire effectivement au choix d'un candidat consensuel. Je pense que c'est important de le préciser et de dire que vous ne pouvez pas être hors d'un processus et vouloir venir donner les prescriptions à ceux qui sont dans le processus de savoir comment cela marche. Il faut parler de la sortie de Thomas Ndamja qui n'a pas été d'accord avec le candidat consensuel actuel. Justement. Donc ce processus-là, il faut bien le connaître. Parce que dans le cas que je connais et que je maîtrise, c'est le cas du groupe de Fumban. Quels en sont? Quel est le processus? Parce qu'il faut bien les édicter pour qu'on comprenne qu'en réalité, c'était on parlait d'ego. La question de l'ego, pour nous, c'est une question qui vient, que j'ai envie de dire, au troisième plan. Parce que lorsque les candidats se rencontrent, il est d'abord question d'établir une feuille de route. La feuille de route doit préciser ce sur quoi vous devez travailler. C'est un préalable qui permet de fixer les fondamentaux et les bases du travail consensuel. Parce qu'il faut d'abord capitaliser sur les petites victoires communes pour pouvoir aller sur les choses plus importantes. La deuxième chose, c'est de dire, OK, nous avons, chaque candidat a quand même été investi par un parti politique. Et chaque candidat a un projet, un programme de société qu'il a conçu pendant de longues années. Donc, on ne peut pas faire fi, et c'est également faire preuve d'humilité de penser que tous ces programmes-là doivent d'abord être présentés et de ne pas croire que son programme à lui est le programme, est la panacée et tous les autres doivent venir rejoindre ce programme. Faisons quand même preuve d'humilité à ce niveau et disons qu'il est important également que chaque candidat prenne connaissance de ce que l'autre propose et qu'on voit comment ces différents programmes-là peuvent matcher, peuvent donc avoir des points de convergence sur lesquels on peut donc s'appuyer pour aller vers un candidat consensuel ou bien une coalition. La troisième chose, c'est maintenant la coalition en elle-même. Parce que la coalition signifie qu'il faut mettre ensemble certaines forces. C'est la raison pour laquelle nous, au plus, avons vu les choses venir à l'avance. Nous avons engagé, il y a longtemps de cela, le recrutement de 90 000 scrutateurs pour couvrir l'ensemble des bureaux de vote au Cameroun et à l'extérieur. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'à ce niveau, préparation du terrain également, il faut également voir quelles sont les forces en présence et comment ces forces sont réparties pour véritablement apporter des solutions adéquates à la question des terrains que le copanéliste du PCN parlait tout à l'heure. Donc, cette coalition n'est pas simplement une coalition d'idées. Donc, pour revenir, c'est de dire les visions et les aspirations de chaque candidat doivent être prises en compte. On ne doit pas les lever la main et penser que son programme est le meilleur. Mais en principe, il faut donc mettre ensemble ces programmes, réfléchir là-dessus et penser maintenant à la question de la coalition des forces sur le terrain. Voilà les questions qui doivent véritablement guider un consensus vers une véritable coalition. Permettez-moi de relancer un tout petit peu avant de passer la parole à quelqu'un d'autre. Donc, au PURS, on acceptera que le consensus qui sortira de l'initiative de Fumban, par exemple. Oui. Au PURS, je pose la question. On acceptera que le consensus qui sortira du processus qui a été engagé par l'initiative de Fumban. C'est le principe du consensus. Alors, parce qu'il y a d'autres... Le principe du consensus, justement, quand vous mettez ensemble, il y a un seul fauteuil pour plusieurs candidats. Nous sommes d'accord. Je parle de l'initiative. Ça veut dire que, permettez-moi, madame, ça veut donc dire effectivement que si ces travaux-là aboutissent, lorsque les résolutions seront prises, nous allons nous aligner sur les résolutions qui seront prises par le Je pose la question parce que justement, il y a d'autres initiatives qui sont mises sur pied. Il y a des candidats qui ne sont plus dans la course. Par exemple, le professeur Maurice Kamto, qui a engagé également des consultations depuis un certain temps. Et est-ce qu'on pourra revenir sur la légitimité de ceux qui doivent... Je ne vois pas pourquoi on va cristalliser l'information ou bien l'actualité sur le professeur Maurice Kamto qui n'est plus candidat à l'élection présidentielle. Non, on a 12 candidats à l'élection présidentielle qui mènent des consultations, qui rencontrent des personnes. Maintenant, si certains candidats jugent qu'ils doivent rencontrer certaines personnes qui sont hors course, ça relève simplement de leur discrétion et voir comment ils gèrent ces choses. Je posais la question parce que je voulais savoir si vous serez favorable, par exemple, à un consensus qui aurait été, on va dire, une initiative qui viendrait de ce candidat mis à côté. De quel candidat? Maurice Kamto, qui consulte depuis un certain temps et qui semble vouloir également jouer un rôle dans un consensus à l'élection du 12 octobre prochain. Ne prêtez pas de la valeur aux événements qui n'ont pas lieu d'être.
le professeur Maurice Kamto est certain acteur politique de ce pays qui est hors cause pour l'élection présidentielle. Nous ne voyons pas pourquoi il est encore cité dans ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas fixer le destin des Camerounais sur des éléments qui sont totalement hors du champ de la présidentielle. Merci. Monsieur Nyek, vous avez été clair sur ce plateau, le PCRN ne va pas se mettre derrière les candidats qui n'ont pas, selon vous, qui veulent engranger, récolter là où ils n'ont pas sémé. Je vais essayer de paraphraser ce que vous avez dit. Le candidat du FNCNC, Belobda du NDP. Alors, est-ce qu'à ce jour, un autre consensus, par exemple, l'initiative de Fumban, si elle aboutissait, vous serez favorable, par exemple, à un tel consensus, ou par exemple, on voit également, c'est dans l'actualité ces derniers temps, ces consultations